La CNCL vote Bouygues, TF1 attribué au numéro 1 du bâtiment et à ses partenaires. Scène d'émeute la nuit dernière à Santiago pendant une messe de Jean-Paul II. Il y a un mort et 600 blessés. Le congrès du Parti socialiste de Lille, Lionel Jospin en quête de sa direction. Et puis ce samedi 4 avril, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le mieux-disant s'appelle Francis Bouygues. C'est ce qu'a décidé, sans attendre, la Commission nationale de la communication et des libertés en lui attribuant aujourd'hui 50% du capital de TF1 aux dépens du groupe Hachette, pourtant donné grand favori. C'est l'information qui domine ce samedi, c'est un peu une surprise que nous allons développer abondamment aujourd'hui. Mais tout de suite, voici la réaction de Francis Bouygues. C'était quelques minutes après l'annonce officielle. Maryse Mano et Philippe Peter l'attendaient au bas de chez lui. On a des caméramans de génie. Bonjour M. Bouygues, pour votre concurrent Antenne 2. Bravo, vous êtes les premiers. Alors quelle est votre réaction à chaud? Je suis heureux. Je suis très satisfait. Quand l'avez-vous appris et qui vous l'a appris? J'ai appris ça à 2 heures, j'étais au restaurant. Est-ce que vous êtes surpris? Bah, oui et non. J'aime bien les grands challenges. J'aime bien gagner. Et jusqu'au dernier moment, j'ai toujours pensé que j'avais une bonne chance. Est-ce que vous pensez que les pressions que vous avez exercées un petit peu sur la CNCL en essayant de disqualifier votre partenaire ont joué? Non, ça c'était un filet de sécurité. Hein? Alors comme on faisait du grand trapèze, c'était très difficile, c'était une opération très très compliquée. Bon, Hachette ne jouait pas d'une manière régulière, donc on avait pris quelques précautions. Mais il s'avère aujourd'hui que ces précautions étaient tout à fait inutiles. Et d'ailleurs, on s'est arrangé pour qu'elles soient inutiles, et on s'est arrangé pour que notre dossier soit un vrai dossier de professionnel. Vous n'avez pas l'air de sauter de joie, ou alors est-ce que votre joie est rentrée? Non, elle n'est pas rentrée du tout. Ma joie, elle est totale. Mais vous savez, quand je réussis quelque chose, un grand challenge, dans la vie, j'en ai réussi à un assez grand nombre, je pense toujours à ce qui va se passer demain. Et là, pour TF1, ce qui va compter, il y a beaucoup de travail à faire. La seule chose que nous allons faire, c'est réfléchir. Voilà, les secrets des grandes manœuvres et puis cette image symbolique que vous allez voir, c'était dans l'après-midi. C'est Francis Bouygues qui arrivait à TF1, rue Cognac-Jay. Monsieur Bouygues qui est accueilli, vous allez le voir, par le président de TF1, l'actuel président Hervé Bourges. Monsieur Bouygues qui venait donc faire en quelque sorte le tour du propriétaire de sa nouvelle entreprise. Voilà, Hervé Bourges en compagnie de Francis Bouygues, c'était dans l'après-midi, à l'entrée de la rue Cognac-Jay. Alors TF1 attribué à Bouygues et à ses partenaires, cela veut dire que l'équipe menée par le numéro 1 du bâtiment disposera de 50% du capital de la société de télévision privatisée. Les 50% restants seront partagés entre les salariés et le public. Alors aujourd'hui, qui possède quoi de TF1? La réponse de Christophe Martet. Avec 3 milliards de francs, le nouveau patron de TF1 n'a que la moitié de la une. Le personnel de la chaîne et le public pourront en effet devenir actionnaires et acquérir les 3 milliards restants. Francis Bouygues, le leader mondial du bâtiment, disposera quant à lui de 25% du capital de TF1 privatisé. Il s'est entouré d'une équipe de patrons de presse et d'hommes d'affaires pour son tour de table. Robert Maxwell tout d'abord, propriétaire d'un empire de presse et d'édition britannique, il a 1/10 du gâteau. Le groupe GMF-NAC est le 3e actionnaire avec 3% du capital. Autre tête d'affiche, Bernard Tapie, patron de 45 entreprises dont La Vie Claire et les Pylvondaires. Antoine de Clermont-Tonnerre, des éditions mondiales, le numéro 2 français de la presse magazine. Et Evelyne Prouveau, PDG de Marie-Claire. Des groupes financiers comme la banque Indo-Suez ou le Crédit Lyonnais sont également actionnaires. Enfin, Bouygues a laissé 0,5% du capital à la presse écrite et aux maisons d'édition. Une double surprise que ce choix de la CNCL, d'abord parce qu'on donnait Hachette grand favori, comme qu'il faut demeurer prudent dans ses pronostics, mais aussi parce que les 13 membres de la commission avaient en principe jusqu'au 10 avril pour se faire une religion. Alors pourquoi si vite et pourquoi Bouygues? Voici ce qu'a pu savoir aujourd'hui Gaël Monlahuc. Ils sont arrivés à 10 h au 56, au siège de la commission. Ils ont fini de voter vers 2 h moins le quart. Pourquoi une décision si rapide?
parce que les 13 membres de la commission, hier soir, à la fin des auditions, avaient déjà fait leur choix, qu'ils n'avaient plus besoin de compléments d'information et qu'ils ne se sentaient pas l'envie de faire durer le suspense plus longtemps. Leur choix, à une majorité d'au moins 8 voix, Francis Bouygues et sa formidable volonté de gagner, qu'ils ont physiquement ressenti à chacune de leurs rencontres. Bouygues et son groupe, tout à fait à l'aise et détendus, parce que les auditions n'étaient qu'une répétition d'un échange qui avait déjà eu lieu. Les membres avaient eu le loisir, dans les jours précédents, d'étudier tous les points du dossier. Ils n'attendaient qu'une confirmation. Francis Bouygues, le roi du béton, avait tout répété minutieusement, ficelé avec une extrême rigueur son projet, pour faire la preuve que sur le mieux-disant culturel, il n'avait de leçons à recevoir de personne. Le dossier, le voici. Il contient tous les détails, y compris la grille de programme complète et détaillée. Mais le choix s'est sans doute fait parce que Bouygues s'est posé comme un repreneur, un actionnaire majoritaire, aux reins solides. En matière de programme, il s'engage bien au-delà du cahier des charges. En matière d'information, il promet l'autonomie de la rédaction. Lors des auditions du groupe Hachette, les questions ont posé sur les risques de concentration excessive. C'est un point. Le dossier présentait encore des imprécisions avant les auditions. Le groupe se proposait d'être opérateur. Et peut-être Jean-Luc Lagardère a-t-il péché par orgueil. Sur la culture, il croyait n'avoir pas de leçons à recevoir. Les membres de la commission ont tranché. Ce rachat de TF1 s'inscrit dans la stratégie de diversification engagée il y a plusieurs années maintenant par le groupe de Francis Bouygues, une société dont pourtant le secteur travaux publics et bâtiments fournit le nerf de la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, Bouygues c'était essentiellement des chantiers de première importance, mais pas seulement cela. Jean-Pierre Métivet. Francis Bouygues visitant l'un de ses chantiers au Koweït en 1982. Sa profession, bâtisseur. Sa spécialité, décrocher de fabuleux contrats. Le pont de Bubiyan, mais aussi l'université de Riyad ou le stade de Téhéran. Et en France, des chantiers prestigieux comme le Parc des Princes, le Forum des Halles et bientôt le tunnel sous la Manche. Un groupe qui pèse 46 milliards de francs et qui a su prévoir la fin des grands contrats. Francis Bouygues a une parade, il rachète des entreprises. C'est comme la chasse, dit-il, on tire sur le gibier qui se présente. En 85, reprise des piles Wonder Mazda en participation avec Bernard Tapie. Bouygues s'intéresse même à la distribution de luxe et rachète le magasin des Trois Quartiers. Mais il lui arrive aussi de manquer sa cible. Il rate de peu Framatome et le nucléaire en 1985. Il rate aussi les assurances Drouot. Et il continue de bétonner le secteur des travaux publics. Il en est le numéro 1 mondial depuis le rachat d'un autre bâtisseur français, la Screg, et une prise de participation dans Spi Batignolles. Cette participation, Francis Bouygues vient tout juste de la revendre. Du coup, son trésor de guerre est évalué aujourd'hui à 3 milliards de francs. Et lorsque Francis Bouygues et ses partenaires remportent TF1, on est en droit de se demander ce qu'en pense le personnel de la chaîne. Alors pour le savoir, dès l'annonce de la décision de la CNCL, Agnès Poirier et Ahmed Sel se sont promenés dans les couloirs de Cognac-Jet, comme nous disons. Birking, Bachung, oui, mais pas Bouygues. Patrice Drevet du mini-journal a beau chercher, il n'a pas le numéro de téléphone de Francis Bouygues. Pourtant, il est plutôt rassuré par le choix de la CNCL, comme la plupart des journalistes et des techniciens de TF1. Bouygues s'est toujours présenté comme un repreneur et non pas comme un opérateur. Il a toujours dit vouloir faire confiance aux gens qui ont fait le succès de TF1. Donc ça, c'est un bon point pour la maison. Deuxième point, il a une grosse surface financière, des ambitions européennes, ce qui peut donner beaucoup de dynamisme à la maison. Troisième point, un point qui me tient à cœur, c'est qu'il a fait la promesse d'engager les 35 pigistes qui ont travaillé depuis longtemps avec nous, des jeunes journalistes, mais qui n'étaient pas statutaires. Et je suis très content pour eux parce qu'ils ont fait beaucoup pour TF1. Pendant les changements, le journal continue. Pas de temps à perdre, on prépare le 20h de ce soir. Présentation du groupe Bouygues, ses objectifs en matière de communication. Et surtout, on espère Francis Bouygues en direct sur le plateau. Confiant donc, et pourtant vigilant. Nous demanderons une information indépendante, objective, pluraliste, que la part soit faite au grand reportage, au traitement des grands événements de ce monde et de la société française ou des sociétés autres que françaises. Francis Bouygues s'est engagé solennellement devant la CNCL. Il ne veut pas casser la une, il veut la gérer. À TF1, on attend tout simplement qu'il tienne ses promesses. Les images de la défense. Je n'ai pas été mandaté par mes petits camarades.
Voilà, et puis deux réactions font défaut ce soir, celle de Hachette, le candidat malheureux dans cette affaire, mais on préfère, semble-t-il, garder le silence ce soir dans l'entourage de Jean-Luc Lagardère et de ses associés. Aucun commentaire non plus de la haute autorité, plutôt de la CNCL, dont les membres joints au téléphone se refusent à toute déclaration. Quelques réactions enfin du côté des hommes politiques, le RPR dans la majorité par exemple, qui espère que l'équipe conduite par Bouygues fera preuve d'impartialité, de dynamisme et d'imagination. Pour François Léotard, le ministre de la Communication, mission accomplie. Pour François Daubert, qui est pro-bariste, la privatisation de TF1 prend un bon départ. Et puis à gauche, pour le Parti Socialiste, Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture, estime que les socialistes jugeront sur pièce. Enfin, Lionel Jospin, le premier secrétaire du PS, qui est à Lille, a dit que l'idée des socialistes de rendre TF1 au service public reste aujourd'hui encore valable. Voilà donc pour ces réactions en vrac. D'autres réactions plus complètes sans doute dans le tout dernier journal. C'est en tout cas ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette reprise officielle de 50% de TF1 par Francis Bouygues et par ses partenaires. La suite de l'actualité, maintenant, c'est d'abord le voyage de Jean-Paul II au Chili avec un chiffre terrible. Un mort et 600 blessés hier soir. Des affrontements très durs entre la police et des manifestants à quelques dizaines de mètres seulement de l'endroit où le pape célébrait la messe. Nos envoyés spéciaux, Bernard Benjamin et Jean Ray, ont assisté aux affrontements. Voici leur témoignage. 16 h hier, nous sommes au parc O'Higgins, en plein centre de Santiago. L'atmosphère est extrêmement tendue, la foule se presse contre les grilles de protection, menaçant à tout moment de les renverser. Carabiniers et membres de la sécurité papale essaient de contenir la poussée de milliers de personnes, pendant que des enfants sont sauvés d'extrême justesse de l'étouffement. Avec 1 heure de retard dans le bruit et la poussière, Jean-Paul II arrive enfin pour commencer la cérémonie de béatification de Sœur Thérèse des Andes. C'est à ce moment-là que le premier feu fait son apparition au milieu de la foule. Simultanément, plusieurs groupes de jeunes armés de bâtons se dirigent vers la tribune officielle. Pas de doute, on va vers l'affrontement. Entre-temps, la cérémonie a commencé. Il s'agit de donner au Chili la première sainte de son histoire. 16 h 30, ils attaquent. D'abord avec des pierres prenant pour cible les journalistes et les carabiniers. Très vite, les grilles de protection vont voler en éclats. Dès lors, la panique va être générale et le parc va se transformer en champ de bataille. Il y aura 600 blessés à la fin de la journée. Sur le terrain, certains évêques essaient de s'interposer appelant au calme, en vain. Pendant ce temps, Jean-Paul II n'a pas un regard ni un mot pour ce qui se passe à 100 mètres de lui. La scène va alors glisser vers le surréalisme. Les voitures à eau des carabiniers vont charger les manifestants au son des cantiques. La palabra de Jesucristo nos congrega. La palabra de Jesucristo nos hace un pueblo de hermanos. Gloria y honor a ti. Lorsque nous parvenons enfin à descendre dans le parc, une ronde s'est formée autour d'un corps afin de le protéger. Peine perdue, la voiture à eau charge tout le monde. Le corps, c'est celui d'une journaliste chilienne, photographe, touchée par 2 balles venues d'on ne sait où. Elle est grièvement blessée à l'épaule. Une nouvelle fois, la voiture à eau arrive. Une nouvelle fois, nous tentons de protéger la journaliste blessée. Une nouvelle fois, nous n'y arriverons pas. Pendant ce temps, la cérémonie se termine. Le Chili vient d'avoir officiellement sa première sainte. Una religiosa carmelita, modelo de virtud. Ce matin, en tout cas, le gouvernement chilien publie un communiqué accusant formellement les jeunesses communistes d'être à l'origine de ces incidents. Les jeunesses communistes ont immédiatement rejeté l'accusation, affirmant que les manifestants d'hier étaient des bandes de jeunes fascistes qui avaient provoqué ces incidents afin de justifier par avance une terrible répression. Quoi qu'il en soit,
Jamais visite papale n'aura provoqué une telle violence. Voilà, et ce soir, le pape a quitté Santiago. Il est arrivé à Punta Arenas, au sud du pays, au sud du Chili. La reprise de TF1 par Francis Bouygues a bien sûr, là encore, nourri les discussions hors tribune au congrès du Parti socialiste de Lille. Pourtant, l'essentiel n'était pas là pour ce dernier jour vraiment politique du congrès. Aujourd'hui, il était d'abord question de la direction du parti et de la synthèse attendue. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Ce sont Jean-Michel Mercurol et Jean Villa ce soir. Si ce n'était l'hommage de Laurent Fabius à François Mitterrand pour son effort de 20 ans, cette deuxième journée à Lille n'aurait guère réveillé le Congrès. Commencé dans l'unité, célébré dans la synthèse, il finit dans l'unanimité, mis à part le sursaut d'un Jean Popren rétrogradé de son poste de numéro 2 pour mésentente avec Lionel Jospin. Le premier secrétaire va disposer désormais d'une direction resserrée où entrent des hommes d'expérience qui pour la plupart ont assumé le pouvoir. Voilà maintenant le parti tout entier tendu vers la victoire en 88, sans qu'il ait eu à désigner de candidat, même si depuis hier, les deux possibles s'appellent dans l'ordre François Mitterrand et Michel Rocard. Tous les orateurs ont sacrifié au rite du genre, appel à la mobilisation, affirmation de la générosité et de l'humanisme de la gauche, dénonciation de la droite et de l'adversaire principal, Raymond Barre. Lionel Jospin se sera peu exprimé jusque-là. Il se réserve pour demain devant les 20 000 militants attendus. Tous écouteront alors le message venu de l'Élysée et la grand-messe sera achevée. La réponse de Moscou aux expulsions de diplomates soviétiques qui étaient en poste à Paris après l'affaire d'espionnage autour d'Ariane. Moscou vient de décider d'expulser 6 Français qui sont donc expulsés de Moscou. 3 dans un premier temps, il s'agit de 2 membres de l'ambassade de France et d'un représentant d'une société française. Et puis par la suite, 3 autres Français seront à nouveau expulsés, donc 6 diplomates français expulsés. Vous savez que la France avait décidé d'expulser 3 diplomates soviétiques après cette affaire d'espionnage. Des ballons par milliers dans le ciel de Paris et d'ailleurs, le coup d'envoi d'une campagne nationale au profit des grands accidentés de la vie. L'exemple venait de haut puisque le président de la République et le gouvernement avaient amorcé le mouvement. Bernard Pradino. Face au malheur que constitue un handicap physique, il faut une formidable volonté pour renaître à la vie, a dit le président Mitterrand. Mais le chef de l'État a surtout souligné l'effort de solidarité indispensable dans tous ces domaines. C'est un devoir qu'il faut rappeler sans cesse, a répété le président de la République au micro de Noël Mamère. Puisqu'il s'agit d'abord de dominer sa propre vie et dans quelles circonstances, donc son caractère, son courage, sa volonté de surmonter, sa volonté de faire comme les autres, peut-être de faire comme avant, en dépit de la difficulté. Et je crois aussi que ceux qui agissent ainsi ont le sentiment d'avoir un devoir social, parce qu'il y en a tant d'autres qui ne peuvent en arriver là. Bref, ils veulent donner l'exemple. Dans l'après-midi, c'est au Jardin des Tuileries que M. Alain Juppé, au nom de M. Chirac, a participé au lancement de cette campagne nationale en faveur des grands accidentés de la vie. Photo de famille de rigueur à l'hôtel Matignon où Jacques Chirac recevait à déjeuner les rugbymen du 15 de France, les hommes de Dubroca qui ont, vous le savez, remporté cette année un 4e grand chelem. C'était la raison de cette réunion où l'on a beaucoup parlé du ballon ovale alors même que se jouaient les 2 derniers matchs du tournoi des 5 nations. Car si la France a bien gagné, il restait encore 2 rencontres. Sachez donc que l'Irlande l'a emporté sur le Pays de Galles et que l'Écosse est inclinée devant l'Angleterre, ce qui donne le classement suivant pour ce tournoi 87. Premier la France, 2e ex aequo l'Irlande et l'Écosse, 4e le Pays de Galles et 5e et dernier l'Angleterre. Un magnifique contrat, je vous le disais hier soir, pour Airbus Industries avec le projet d'achat de la compagnie américaine Northwest pour 30 appareils de la nouvelle génération, ce que l'on appelle les A330 et les A340. C'est un tournant capital, en tout cas pour le consortium, qui n'a pas encore commencé la fabrication de ces avions. Explication de Laurent Boussier. Le voilà, c'est lui l'A340, il ne volera pas avant 3 ou 4 ans. La décision officielle de le construire n'est pas encore prise et pourtant on parle déjà beaucoup de lui. Avec ses 4 réacteurs, son rayon d'action de 14 000 km et ses 328 passagers, il sera le premier gros porteur long courrier d'Airbus Industries. Chez Boeing, on le voit arriver avec suspicion, mais en Europe, on fonde de gros espoirs sur lui puisqu'avec son frère jumeau, l'A330, ils sont la prochaine génération d'avions du consortium européen.
Comme la 320, il s'attaque allègrement au marché américain et la commande passée hier par Northwest Airlines porte à 6 le nombre de compagnies qui ont officiellement décidé d'en acheter. Cette annonce va certainement accélérer leur processus de lancement et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le jour même, une autre firme américaine, l'International Leasing Corp, signait un protocole d'accord pour l'acquisition de 3 A330 et de 3 A320. Décidément, depuis quelques mois, l'Amérique réussit bien aux avions européens. Un autre gros porteur, mais destiné à affronter les vagues, cette fois, le plus gros paquebot de croisière du monde vient d'être mis à l'eau dans les chantiers Alstom de Saint-Nazaire. Le souverain des mers, c'est ainsi qu'il s'appelle, armé par une compagnie norvégienne, pourra emporter 2600 passagers qui sera livré le 23 décembre prochain. Il est donc le plus gros du monde et ses 2 premiers voyages affichent déjà complet, malgré le prix du billet qui est de l'ordre de 9000 francs. Voilà donc pour la mise à l'eau de ce souverain des mers qui est donc aujourd'hui le plus gros paquebot et qui était donc construit en France pour le compte d'un armateur norvégien. Le voici à l'eau. Dans Champs-Élysées ce soir, un invité que l'on revoit avec plaisir depuis plusieurs mois, c'est Dick Rivers qui fait un retour formidable avec son dernier disque et avec son premier livre intitulé Hamburger, Pambagna et Rock'n'Roll. Du coup, l'ancien patron des chats sauvages redécouvre sa passion de toujours, les belles américaines. Il vient d'épouser la dernière. Jean-Jacques Dufour et Yves Breu étaient là pour le voyage de noces. Depuis toujours, pour Dick Rivers, l'Amérique, c'est le Pérou. L'Amérique et surtout les belles américaines comme cette Cadillac de ville qu'il vient d'importer de Los Angeles, ville où son fils étudie le cinéma. Dick Rivers, un taureau ascendant Elvis. Dick, dans votre livre Hamburger, Pambagna, Rock'n'Roll, etc., je lis que pour vous la liberté, la réussite, c'était ça. Regarder le monde au volant d'une énorme bagnole et je ne comprenais vraiment pas pourquoi mon père n'avait qu'une Dyna Panhard. Je ne comprenais pas pourquoi mon père ne portait pas non plus de blue jean, pourquoi il avait une Dyna Panhard alors qu'il y avait des super voitures américaines partout. Je sais pas, pour moi c'était un signe de réussite, c'était le rêve américain. Dans ma caisse américaine, je suis le plus fort. Très vite, une portée de chat sauvage lui a permis de troquer son vélo contre une américaine, sans transition. Aujourd'hui, à 41 ans, il poursuit son rêve américain au volant d'une voiture, véritable symbole pour cet amoureux d'Elvis, le King, au pays des spare ribs. Ah, n'en rajoute pas, mignonne. Une allusion qui ne concerne pas mon commentaire, mais son dernier tube. N'en rajoute pas, mignonne, avec tes larmes aux yeux. J'ai le moral qui déconne, demain ça ira. Dick, un niçois qui balance entre hamburger et Pambagna. Vous n'avez pas peur qu'on vous la raye? Mais je sors pas dans Paris avec elle, très peu. Je fais de la route avec ma Cadillac. Dans Paris, je suis comme tous les Français, j'ai ma petite R5. Car Dick Rivers achète aussi français. Je répète, je ne suis pas contre la France, qui est un très beau pays aussi. Mais je veux dire, l'Amérique, le ciel est beaucoup plus grand. Tout est beaucoup plus grand. Anecdote, toutes ces Cadillacs, Dick les surnomme Christine, parce qu'elles sont capricieuses. Sûrement un souvenir personnel. Ici les gens m'appellent l'idole des jeunes. Ils n'ont pas vraiment tort. Alors pour information, les spare ribs, ce sont des côtes de porc version américaine. Nous allons parler tiercés maintenant avec les tiercés du week-end. D'abord les rapports et les résultats d'aujourd'hui. 6, 15, 8, combinaison gagnante. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 15 720 francs et 50 centimes. Et puis rapport dans un ordre différent. Pour la même combinaison et toujours pour 5 francs, 2 781 francs 00. J'espère que vous avez bien noté et que vous avez gagné, car demain, un autre tiercé se courra, mais à Auteuil, Pierrette. Exactement, et il va être très passionnant ce tiercé demain après-midi à Auteuil. Il s'agit en effet du prix Fleuret, une course à handicap dotée de 200 000 francs. C'est très pointu. Voilà, mais son intérêt vient surtout du fait qu'elle s'adresse à un lot de 18 chevaux âgés de 4 ans et que ces jeunes sauteurs aborderont pour la première fois une longue distance, 4100 mètres, en sautant les obstacles du steeplechase, un parcours intérieur, comme par exemple la rivière du 8, la rivière des Tribunes, enfin bref,
Un parcours terriblement difficile pour des chevaux encore inexpérimentés. Bref, c'est pas gagné d'avance, surtout dans un terrain aussi lourd que celui d'Auteuil en ce moment. De plus, certains candidats sont fortement pénalisés au poids puisqu'il s'agit d'une course handicap, donc on peut s'attendre à pas mal de surprises. La course est donc très ouverte, seuls les chevaux les plus résistants, les mieux préparés et puis surtout les plus doués sur les gros obstacles pourront participer à la lutte finale. Et ce n'est pas un pronostic très facile à faire, mais je vous livre tout de même la sélection des chevaux que je préfère avec en tête Paganli, le numéro 5, Royal Flip, le numéro 2, Béoubre, le numéro 10, Oriental Son, le 4, Rocarvin, le numéro 6, Bruno Jean, le numéro 16, ensuite Jim Tonic, le 12, et Bléhors, le numéro 15. Alors notez bien leurs numéros, 5, 2, 10, 4, 6, 16, 12 et 15. La météo maintenant avec Laurent Boussier. Heureusement, Laurent, que le soleil a un peu brillé dans la soirée, sinon on aurait pensé que vous étiez trompé aujourd'hui. Il y a eu un petit peu plus de nuages que prévu. Cela dit, pour demain, j'aurais aimé vous annoncer que le temps avait laissé son manteau de froid, de vent et de pluie, mais malheureusement, il n'en est rien parce que demain, ça continue. Regardez l'image satellite prise cet après-midi par Météosat. Il y avait beaucoup de nuages sur la France. Alors ceux-là, on n'en parle plus ou on en parle encore quelques instants. Ils vont s'en aller vers l'Europe de l'Est. Et puis, il y en avait sur l'Espagne. Et c'est ceux-là, ceux qui étaient aujourd'hui sur l'Espagne, qui vont demain revenir sur la France. Ce sont des vents, ce sont des nuages qui arrivent des masses d'air chaudes, des vents doux. Ce sera un temps agréable mais pluvieux. Regardez la carte du temps prévu pour demain. On retrouve de l'Aquitaine et des Pyrénées jusqu'au Massif central, au nord et au nord-est, un ciel couvert avec des averses et parfois même des orages assez violents sur le Massif central et sur les Pyrénées. Sur la Côte d'Azur et sur les bords de la Méditerranée, du beau temps, ensoleillé, pas de problème. Tout comme sur la Bretagne, sur la Normandie, sur les Pays de la Loire et presque jusqu'à la Picardie. Il fera beau et les éclaircies seront de plus en plus belles dans l'après-midi. Les températures sont douces, ce sont des vents qui viennent du sud, c'est des masses d'air qui viennent du sud, donc des températures assez douces, de 11 à 14 degrés sur la moitié nord, 13 degrés à Paris, et de 14 degrés dans le centre, jusqu'à 17 près de la Méditerranée, avec même 19 degrés à Ajaccio et puis 15 degrés à Biarritz. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il y a des risques d'avalanche. Et oui, nous sommes au mois d'avril, mais il y a quand même des risques d'avalanche parce que la neige qui est tombée depuis quelques jours sur le sud des Alpes entraîne des risques d'avalanche importants. Voilà, on passe maintenant à notre agenda. Demain sera le dimanche 5 avril, le soleil se lèvera à 7h23, se couchera à 20h25, 3 minutes de soleil en plus, et nous fêterons les Irènes. Et demain, nous serons plus vieux d'un jour, comme vous l'avez dit très justement il y a un instant, Laurent. Cela dit, d'ici ce soir, un prochain rendez-vous, c'est avec Hervé Claude, ce sera aux environs de minuit 5, et puis demain, eh bien 20h, nous nous retrouverons pour un nouveau journal. Bonsoir, très bonne soirée avec maintenant Champs-Élysées, c'est juste après la réclame.